Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, merci d'être présent ici avec nous. Je m'appelle Adrien Zera, je suis directeur général de Nomadic Labs. On est une entreprise française basée à Paris, dans le 13e. Et on travaille sur le protocole Tezos. Et aujourd'hui, je suis avec Vivien d'Exaion et Alban de Lug, qui sont ici pour parler de ce qu'on appelle le corporate baking, qui est un concept autour du nœud validateur de Tezos. Voilà, donc je vais commencer par vous laisser vous présenter. Peut-être Vivien, je t'en prie, tu peux te présenter ton entreprise et ensuite Alban. Très bien, merci Adrien. Alors Vivien Sève, je suis directeur financier chez Exaion, mais je m'occupe également de la partie blockchain, donc toute la partie stratégie blockchain et développement des produits blockchain. Exaion, c'est une société qui intervient dans le cloud computing et la blockchain. Donc on a une brique où on fait de la fourniture de services cloud classique type OVH et en même temps spécialisé dans les studios d'animation. Et la deuxième brique est la brique blockchain sur laquelle on fait l'hébergement de nœuds notamment Tezos sur lesquels on est pas mal actif et le développement notamment de tout ce qui peut graviter autour des smart contracts et d'applicatifs qui vont utiliser la blockchain. Et notamment là on est sur un projet d'ICO sur Tezos qui s'appelle le Clapcoin avec la diversité du cinéma. Bonjour à tous, donc, moi c'est Alban Vandeuf, je suis directeur des opérations de Lug. Lug, c'est une entité qu'on a créée au sein du groupe Casino. C'est une initiative qui a été menée au sein de la direction de la stratégie du groupe Casino. Et on a créé ce qu'on appelle un stablecoin euro. Donc un stablecoin euro, c'est une crypto-monnaie qui est stable et indexée sur l'euro. Et donc on a émis ce stablecoin sur la blockchain Tezos. Et ce stablecoin, principalement aujourd'hui, il est utilisé notamment par les acteurs qui font du trading de crypto-monnaies, et donc qui utilisent ce stablecoin pour faire des allers-retours entre du Bitcoin et du stablecoin. Et donc aujourd'hui, on va vous parler du corporate baking. Je vais laisser Adrien vous présenter ça, mais l'idée c'est que nous, en tant qu'acteurs Lug, on s'est investi au sein de la blockchain Tezos, et c'est cette blockchain-là qu'on a choisie au départ pour émettre notre stablecoin. Ok, merci. Alors, je ne connais pas trop le niveau de connaissance de l'audience, mais on va prendre un petit peu de temps pour parler du baking. Tezos, c'est une blockchain publique comme Bitcoin ou Ethereum. Et une des particularités de Tezos, c'est qu'elle utilise un algorithme de consensus de type Proof of Stake, donc preuve d'enjeu. Ce qui veut dire qu'on est sur une sélection de nœuds validateurs, qu'on appelle des bakers, pour la production des blocs, qui se fait différemment que ce qui se fait sur Bitcoin avec la preuve de travail et les mineurs. Okay, donc, pour produire des blocs, il faut des acteurs, c'est ce qu'on appelle les bakers, donc les nœuds validateurs. Et cette sélection, elle est faite par le logiciel Tezos d'une manière différente, qui est basée sur une sélection probabilistique. Là où sur Bitcoin, on a une sélection des mineurs qui, elle, est faite sur une compétition pour résoudre un problème mathématique compliqué, pour choisir l'entité qui va produire le prochain bloc. Okay, donc, Tezos, on a une approche qui est différente. C'est pas une critique sur le proof of work, qui est aussi un algorithme de consensus différent. Et donc, sur Tezos, les nœuds validateurs sont choisis par le logiciel en fonction du nombre de jetons qu'ils mettent en enjeu. C'est pour ça qu'on parle de preuve d'enjeu, de proof of stake. Et une fois qu'ils sont sélectionnés par le logiciel Tezos, ils ont le droit de produire un bloc et donc ensuite de valider les transactions qui sont incluses dans ce bloc-là. Et donc, être un baker, c'est donc être une entité. On peut être un particulier, une entreprise, qui met en enjeu ces jetons Tez, qui est le token sur Tezos, le utility token de Tezos, comme les bitcoins sur Bitcoin ou Ether sur Ethereum. Donc on met en enjeu ces tokens pour pouvoir être sélectionné par le logiciel Tezos pour produire un bloc. Et donc nous, en fait, en 2020, on s'est dit, ça serait quand même super chouette que les nœuds validateurs de Tezos, mais il n'y a pas que des particuliers ou des fonds d'investissement crypto, mais aussi des entreprises de notre écosystème pour avoir une meilleure représentativité des utilisateurs du réseau Tezos. Et c'est à ce moment-là, on s'est dit, il faut qu'il y ait des boîtes, pourquoi pas du CAC 40, mais pourquoi pas, j'aimerais bien, dans le domaine public, des hôpitaux, des universités, un jour, qui participent à l'algorithme de consensus de Tezos et à sa gouvernance, à la gouvernance du réseau. Et c'est là où on a eu l'idée de se rapprocher d'Exaion, dans un premier temps, et de leur dire, voilà les gars,
on va vous aider, on aimerait bien vous aider à ce que vous setupiez un nœud validateur pour commencer à produire des blocs sur Tezos et à participer à la gouvernance. Et c'est de là qu'est née la notion de corporate baker, parce que c'est un nœud validateur, mais c'est aussi une entreprise, un corporate. Donc voilà pour la notion et de corporate baker. Et donc Vivien, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer, en tant que premier corporate baker, dans 2020, je crois que c'était septembre 2020, comment ça s'est passé et puis qu'est-ce qui est né de cette idée de devenir un nœud validateur sur Tezos? Quels sont les business models que vous avez construits à partir de ça? Voilà, si tu peux nous décrire ce que tu fais en tant que corporate baker chez Exaion. Bien sûr. Alors, tout le cheminement, en fait, entre le moment où on a commencé à étudier la technologie Tezos et le moment où on est devenu baker, il y a eu tout un cheminement. Et pour ça, il faut remonter en 2018, qui est le moment où, en fait, chez EDF, on a commencé à se poser la question de la blockchain, à se dire quelle est l'importance de cette nouvelle technologie pour les métiers du groupe et pour les métiers de manière générale. Et on a commencé à développer une compétence au sein du groupe sur les technologies blockchain. Chemin faisant, en 2018, on allait sur les technologies type Ethereum, qui sont des technologies qui étaient un peu connues en 2018. Et en fait, on s'est vite aperçu que le proof of work n'allait pas avec la philosophie de ce qu'on voulait faire, notamment en termes d'environnement, d'éco-responsabilité. Et c'est là où il faut se dire qu'en 2020, il n'y avait pas toutes les blockchains qui étaient prêtes à faire du proof of stake, qui avaient prouvé que la technologie fonctionnait et qui pouvaient faire du smart contract. Et c'est là où on s'est tourné vers Tezos, qui était une technologie justement qui avait prouvé toutes ces stacks-là et sur laquelle on pouvait revendiquer justement cet aspect éco-responsable, là où la blockchain était encore très connotée non-environmental friendly, donc qui n'était pas bon pour l'environnement. Et ça a fait partie de notre motivation initiale d'aller sur Tezos. Ensuite, pourquoi devenir baker? Il y a plusieurs raisons à cela. En fait, quand vous développez des applicatifs sur la blockchain, vous avez besoin d'utiliser des gas pour faire tourner vos smart contracts. Et en fait, quand vous êtes une entreprise qui est cotée, vous avez des problématiques de compliance et vous ne pouvez pas aller sur n'importe quel exchange, dire bah tiens, je vais sur Binance, je vais m'acheter des Tezos et je vais les envoyer sur un wallet pour faire tourner mes smart contracts. On a d'autres problématiques en tant que corporate et justement, avoir un nœud, ça nous permet de générer justement ces Tezos qui vont nous permettre de faire tourner les smart contracts sur lesquels on va avoir des applications métiers de l'entreprise. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on avait besoin d'être baker et on avait ce besoin. La deuxième raison, c'est un peu l'aspect, une fois on regarde la piscine, mais une fois qu'on est dedans, on apprend à nager. C'est un peu pareil. On regardait un peu tous ces protocoles, mais on avait besoin de les toucher, de vraiment les avoir au quotidien, de voir comment ça se comportait. Et le fait d'héberger un nœud dans sa propre infrastructure, ça nous fait poser plein de questions. Ça nous fait poser des questions sur la technologie. Tous les 3 mois, il y a les votes. Donc ça nous oblige à regarder ce qui se passe aussi sur le baking, enfin sur la blockchain Tezos. Et donc du coup, de se tenir au courant, se tenir informé, garder des développeurs actifs autour de la technologie. Et donc du coup, chemin faisant, en 2020, on prend notre bâton de pèlerin vis-à-vis de la compliance group pour faire accepter l'idée qu'on puisse héberger de la crypto-monnaie dans une boîte du CAC 40. On y arrive, on signe le partenariat du coup avec Nomadic Lab pour héberger le nœud. On héberge le nœud, on s'appuie sur la connaissance et la précieuse connaissance de Nomadic Lab pour nous aider au début à setup le nœud, à entretenir le nœud et tout ça. Et puis progressivement, on prend notre indépendance. Et aujourd'hui, on a développé toute une stack sur ce qui s'appelle Exanode, qui est en fait une solution d'hébergement de nœuds, notamment Tezos, pour quand on veut aller travailler avec le protocole Tezos, on est tout de suite ce qu'on appelle un endpoint, donc c'est un endroit où taper pour interagir avec la blockchain Tezos, au-delà des endpoints publics qui existent aujourd'hui. Voilà pour le cheminement côté Exaion, peut-être côté Lug. Moi, je vais essayer d'être plus simple. Pourquoi Lug Je vais essayer d'expliquer, nous, de notre point de vue, Lug, on n'avait pas du tout la compétence technique et le cheminement intellectuel qu'a eu Exaion. Au tout début, quand on a voulu lancer le projet, il a fallu qu'on décide sur quelle blockchain on se lance. Donc, quelle est la blockchain qu'on va utiliser pour lancer notre crypto? On avait plusieurs choix, il y en avait 2 assez évidents, il y avait Tezos et Ethereum. On a choisi Tezos, pourquoi? Pour les raisons qu'a évoqué Vivien. Pour tout l'aspect environnemental, c'était un gros aspect en termes de communication pour une entreprise comme Lug au sein du groupe Casino. C'était important de prouver notre implication dans un consensus qui a des vertus écologiques. Et le deuxième, qui était aussi également important, c'est tout l'environnement Tezos, la communauté Tezos qui est assez présente en France, notamment au travers de Nomadic, mais aussi à travers de tous les développeurs qui sont présents et qui nous ont aidés à lancer le projet.
Et donc on se rend compte aujourd'hui qu'on a fait le bon choix en choisissant Tezos pour se lancer, parce que la communauté est ultra présente, et notamment des entreprises comme Exaion nous permettent de développer notamment l'aspect corporate baking. Donc ensuite, pourquoi nous, en tant que LUG, quel était l'intérêt pour nous de devenir corporate baker? Aujourd'hui, quand on émet notre crypto-monnaie, on a besoin de payer des gaz, ce qu'expliquait Vivien, à chaque fois qu'on doit émettre de la crypto, à chaque fois qu'on doit la transférer, à chaque fois que quelqu'un nous demande ce qu'on appelle de minter ou de burner notre stablecoin, on a besoin de payer des gas fees donc au réseau Tezos. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'était d'avoir nos propres Tezos. Et donc tout naturellement, on s'est dit que c'était évident qu'il fallait qu'on devienne corporate baker et qu'on produise nous-mêmes nos Tezos. Et donc ça passait par devenir corporate baker et déployer notre nœud. Une fois qu'on a dit ça, au sein de LUG, au sein de Casino, on n'avait pas forcément la compétence technique pour le faire, donc on ne savait pas trop par où commencer. Et donc c'est comme ça qu'on s'est tourné vers Exaion et vers Vivien, qui nous ont dit qu'ils avaient exactement eu ce cheminement-là, mais qu'eux, ils avaient les compétences pour le faire. Et donc ils nous ont aidés à devenir corporate baker. Ils nous ont aidés dans tout le cheminement, dans la conception, ils nous ont expliqué exactement comment ça fonctionnait. Et on a déployé donc notre nœud à l'aide d'Exaion. C'est eux qui gèrent toute l'infrastructure, donc notre nœud est hébergé chez eux dans leur data center. Et nous, disons l'apport qu'on a côté LUG, c'est surtout, et c'est après, je pense que Adrien voudra en parler, c'est que ça nous permet, d'obtenir des Tezos, donc ça évidemment c'est capital pour nous, mais deuxièmement, comme on est très impliqué dans la communauté, ça nous permet de voter pour certaines décisions de la communauté Tezos, et ça c'est un aspect important aussi pour nous, de pouvoir participer et être actif dans les décisions qui sont prises pour la blockchain Tezos. Ouais, j'aimerais rebondir là-dessus, c'est que un petit peu de théorie. Donc, comme je l'expliquais, Tezos c'est un protocole blockchain. Donc, comme tout protocole blockchain, c'est un ensemble de règles informatiques. Et la caractéristique vraiment principale de Tezos, c'est le fait que dans cet ensemble de règles informatiques du protocole, il y a des règles pour modifier les règles du protocole. Donc, en fait, on a vraiment une caractéristique d'automodification d'un protocole blockchain donc décentralisé, qui nous permet de, grâce à un couplage avec un mécanisme de vote, et c'est ce dont on parlait Vivien et Alban, grâce à un mécanisme de vote qui se passe sur la chaîne, de donner la possibilité aux détenteurs de jetons Tez, qui est notre utility token, qui sert à la fois à payer les frais de gaz, mais à la fois à voter, de décider de l'évolution technologique du protocole, sans avoir besoin de passer par un hard fork. Et ça, c'est hyper important, parce qu'on est la seule blockchain au monde, et on est sous licence MIT, donc un jour ça va être copié, ça va être forqué, mais peu importe. Mais aujourd'hui, on est la seule blockchain au monde qui a prévu de pouvoir se mettre à jour, de pouvoir avoir des mises à jour du protocole, et c'est ce sur quoi on travaille chez Nomadic Labs. On a quand même 40 docteurs d'informatique qui bossent sur les différents amendements du protocole Tezos, et donc on peut être mis à jour. Et donc forcément, ça c'est hyper important, parce qu'on n'a pas besoin de faire un hard fork pour mettre à jour le logiciel. Donc pour tout ce qui est NFT, stablecoin, c'est hyper important, mais c'est un autre débat. Donc ça veut dire qu'il faut voter. Et donc, pour nous, c'était hyper important que des boîtes du CAC 40 comme EDF qui facture 70 milliards ou Casino, je ne sais plus à combien vous êtes, c'est 40, puissent aussi s'exprimer parce que ce sont des utilisateurs du réseau Tezos. Et donc, moi j'ai vu que les 2 derniers amendements, ou le dernier, EDF a voté. Donc rendez-vous compte qu'en fait, on a une boîte du CAC 40 qui pèse 70 milliards, qui facture, qui a un turnover de 70 milliards, qui vote sur un protocole blockchain public comme Tezos. Et bientôt Casino. Et ma question c'est, est-ce que vous allez continuer à participer à la gouvernance de Tezos et qu'est-ce que vous aimeriez peut-être voir apparaître sur notre protocole, qui est aussi le vôtre? Alors justement, ça a été aussi un cheminement de prendre part au vote ou pas. Nous, on a décidé de prendre part parce qu'en fait, on considère qu'on développe dessus. En fait, tu l'as très bien dit, on a des smart contracts qui tournent sur la blockchain. Donc à un moment donné, on est aussi concerné par les évolutions de la blockchain qui s'y passent. Et on ne doit pas être dépendant de ce qui se passe à l'extérieur. On doit pouvoir participer à ces évolutions. Et en l'occurrence, les tout premiers amendements, on n'a pas pris part et ensuite on a pris part. Et à un moment donné, on a voté blanc parce qu'on ne savait pas vraiment se positionner vis-à-vis des contraintes techniques. Et depuis, en fait, on compte voter à chaque fois. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est important. On a des enjeux métiers dessus, puisqu'on a des applicatifs qui tournent dessus, donc il faut qu'on sache ce qui s'y passe. On est opérateur de nœuds, donc il faut qu'on puisse savoir aussi notre avis
pour dire voilà, on considère que ça prend la bonne direction ou pas. Après, on n'a pas un poids non plus monstrueux dans la chaîne, mais pour nous, rien que la symbolique de pouvoir voter, c'est important. Et ensuite, les évolutions qu'on aimerait voir, en fait, elles arrivent plus ou moins dans Ithaka. Donc là, il y a la prochaine version qui en fait va augmenter le nombre de blocs, va permettre de faire plein de choses vraiment sympas. Et ce qu'on attend aussi, c'est un peu le VM, donc pouvoir la capacité de croiser différents langages et pouvoir exécuter sur du langage Solidity ou Solidity-like. Nous, ce qui est important pour nous quand on va essayer de voter, on n'a pas encore voté. On a lancé notre corporate, on est devenu corporate backer récemment à l'aide d'Exaion, mais on n'a pas encore participé au vote. Pourquoi ? Parce que ça demande quand même une certaine maîtrise technique et on a besoin d'Exaion pour le faire. Donc ils vont nous expliquer exactement comment ça va se passer. Mais ce qui est important de notre point de vue quand on va vouloir voter, c'est que nous, notre smart contract qui tourne aujourd'hui sur Tezos, qui nous permet donc d'avoir créé notre stablecoin, il est très dépendant de toutes les évolutions qui sont faites sur le consensus Tezos. Donc on a besoin d'être au courant, notamment s'il y a besoin de faire des mises à jour, si on a besoin que ça a des impacts sur les interactions qu'on peut avoir avec d'autres acteurs de la communauté, comme des wallets, comme les exchanges qui utiliseront notre stablecoin. On a besoin d'être au courant de ces évolutions et donc c'est très important pour nous d'être à la page et de participer à ces votes-là. Donc, rendez-vous compte que vous aussi, si vous voulez participer à la gouvernance du réseau Tezos, vous pouvez le faire. Il faut acquérir des jetons Tez et vous pourrez aussi, même si vous n'êtes pas un nœud validateur, c'est un peu comme le système des grands électeurs aux États-Unis. Si vous avez des jetons Tez, vous pouvez les déléguer à Exaion ou maintenant à Lug pour leur déléguer votre droit de vote afin de choisir, ou plutôt de décider un petit peu de l'évolution technologique du protocole Tezos. Il y a un autre point sur lequel je voulais vous poser une question. Peut-être Vivien, c'est le fait que quand on est un nœud validateur sur Tezos, donc une fois qu'on est sélectionné par le logiciel, on va produire un bloc. Et donc des transactions et des opérations vont être incluses dans ce bloc et validées par le baker, et il y en a d'autres d'ailleurs, il y a d'autres acteurs qui sont appelés les endorsers. Mais une des particularités de Tezos, c'est qu'un nœud validateur, c'est à peu près 15 jours à l'avance, exactement quand il va produire un bloc. Et ça, c'est une propriété intéressante parce que ce qu'on observe, c'est que de plus en plus d'acteurs, notamment dans la finance traditionnelle, se disent, voilà, si je fais passer une transaction sur un réseau public, je vais payer des frais de transaction au nœud validateur ou au mineur sur Ethereum ou Bitcoin qui va produire le bloc et qui va valider ma transaction. Et donc je vais payer des frais de transaction à un mineur ou à un nœud validateur qui pourrait être en Iran, en Corée du Nord ou en Russie actuellement, et me retrouver avec des soucis au niveau de potentielles sanctions. Du coup, est-ce que pour vous, chez Exaion, le fait de pouvoir proposer un service à des acteurs comme des banques, Sogé, Forge, BNP, etc., et leur dire, voilà, moi, Société Générale, dans 10 jours, je produis un bloc. Si tu veux, on fait un deal et je fais passer tes transactions dans mon bloc à moi. Comme ça, tu es sûr de payer des frais de transaction à un nœud validateur que tu connais, que tu as qualifié chez toi et qui est clean. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez apparaître? Est-ce qu'il y a des demandes qui arrivent à ce niveau-là? Nous, on l'a conceptualisé sous ce qu'on appelle l'encapsulation. Donc en fait, c'est exactement cette propriété de dire j'ai mes transactions et je vais les encapsuler dans un bloc que je connais et avec un partenaire que je connais et qui va créer le bloc pour moi. Et ce partenaire, comme je le connais et qu'il est identifié d'un point de vue KYC, je sais qui c'est qui va le créer. Et donc du coup, c'est effectivement pas l'Iran. Et aujourd'hui, on retrouve sans ce besoin, alors dans le monde bancaire, pour des raisons de compliance, mais aussi dans le monde traditionnel qui a l'habitude de payer des services un peu plus SaaS. Et c'est un peu, aujourd'hui, le défaut des blockchains, c'est de se dire, aujourd'hui, j'achète un token, je vais consommer du gas fee, mais en fait, potentiellement, si le token fait x3, x4, x5, je vais payer le même gas fee, mais le gas fee va être x5. Et donc, du coup, moi, en tant qu'entreprise, je ne peux pas me dire que mon application métier, aujourd'hui, elle me coûte 5 €, demain, elle me coûte 15 €, après-demain, elle me coûte 30 €, après-demain, elle me recoûte 3 €. J'ai besoin, en fait, d'avoir une vision budgétaire
parce que mon DAF il me demande une vision budgétaire de combien va me coûter l'utilisation de telle application et où est-ce que je peux optimiser. Et justement, ce concept d'encapsulation, ça permet, face à des acteurs, donc on a notamment travaillé avec la SACEM ou d'autres acteurs du monde de la crypto ou même de la banque, de dire ok, je peux prévoir combien vont me coûter les frais de gaz parce que je sais avec qui je vais travailler, je sais dans quel bloc je vais être ajouté et je vais pouvoir contractualiser et choisir mon baker. Donc le projet en l'occurrence c'est Choose Your Baker, et je vais pouvoir contractualiser avec ces bakers pour dire ok, on va se mettre dans tel bloc à tel moment et on va pouvoir faire une pool de bakers, on va pouvoir être plusieurs bakers dans un réseau où on se connaît, donc en fait faire un peu un sous-réseau dans le réseau de gens qui se connaissent et de bakers qui se connaissent sur lesquels on va pouvoir broadcast les transactions et on va pouvoir permettre à nos contreparties de savoir combien elles vont payer en avance et donc du coup faciliter l'adoption de certains projets blockchain, là où historiquement dans d'autres blockchains les gens en fait étaient un peu frileux parce que les frais de transaction pouvaient être hyper variables d'un jour à l'autre et d'un mois à l'autre. Et ce qui empêche en fait certains projets de se concrétiser, ce qui n'est pas le cas du coup sur Tezos, parce que quand on va voir la chefferie de projet pour dire voilà, j'ai besoin d'une rallonge budgétaire de 500 € parce que mes frais de gaz ils ont explosé, c'est un peu compliqué. Et en plus, j'ai besoin de connaître qui va ajouter le bloc, et donc du coup c'est un peu du win-win pour tout le monde. Ok, merci. Alban, tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou non? Donc en fait, c'est un peu abstrait comme concept, mais on est vraiment en train d'assister à la construction, grâce à des acteurs comme Exaion et Lug, à la nouvelle finance de demain, sur une infrastructure publique décentralisée comme Tezos. Il y a d'autres blockchains, il n'y a pas que Tezos, mais ces principes-là, vraiment, je pense que dans 3-4 ans, ça va être les bases technologiques et plutôt les infrastructures de base qui vont servir à la finance de demain, où on aura de plus en plus d'assets tokenisés, d'instruments financiers représentés sous forme de tokens ou d'échanges de NFT, et où il faudra pouvoir travailler avec des acteurs qu'on connaît et de manière fluide et en sécurité. Et donc, je pense que potentiellement, et j'ai souvent dit de Lug, je pense que Lug, c'est typiquement une entreprise qui pourrait devenir très rapidement un géant au niveau du développement et du déploiement d'un euro numérique en Europe, et Exaion sur tout ce qui est infrastructure pour utilisation dans les services financiers ou pour tout ce qui est marketplace NFT. Je pense qu'on a la chance, et vous avez aussi l'opportunité de voir naître potentiellement des nouveaux géants qui vont bâtir la finance de demain. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sur une infrastructure publique, décentralisée, accessible à tout le monde, mais surtout une infra où vous pouvez aussi décider. Et on espère très prochainement aussi qu'il y ait de plus en plus d'institutions publiques qui participent à la gouvernance de Tezos. Je vais peut-être m'arrêter là. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Déjà, merci pour tes mots. Peut-être pour revenir sur Lug, pour que vous compreniez bien le sens de notre démarche, c'est que, Adrien l'expliquait, on a créé un euro numérique. Un euro numérique, ça veut dire quoi? C'est une représentation des euros fiat que vous utilisez aujourd'hui dans le monde bancaire sous forme électronique, mais sur la blockchain, donc représenté sur la blockchain. Et aujourd'hui, notre euro numérique, qui est sur la blockchain, il sert principalement pour des cas d'usage crypto. C'est-à-dire, quand vous voulez faire du trading, vous allez utiliser notre stablecoin plutôt qu'un euro dans le monde bancaire pour faire des transactions. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est que vous restez dans l'environnement blockchain, vous payez moins de frais de transaction, vous n'êtes aujourd'hui pas imposé, et surtout, ça vous permet d'optimiser le nombre de transactions que vous allez faire parce que c'est instantané. Demain, ça, c'est un cas d'usage crypto, mais demain, on peut imaginer que tous les cas d'usage de mouvement d'argent qui existent aujourd'hui dans le monde fiat peuvent être reproduits sur la blockchain. Donc potentiellement, avec notre euro qu'on a mis sur la blockchain Tezos, on pourrait faire des transferts internationaux entre des entités, on peut faire du paiement entre filiales, on peut payer pour acheter d'autres actifs tokenisés. Donc tous les cas d'usage qui existent aujourd'hui, ils peuvent être retranscrits sur la blockchain. C'est ça la force aussi d'un réseau public. En deux mots, c'est que tout ce qu'on fait peut être tracé, peut être visible par d'autres utilisateurs. Donc peut-être pour contrer une idée un peu reçue sur la blockchain et sur les crypto-monnaies, qui peuvent être des canaux de blanchiment d'argent, en fait,
contre-intuitivement, comme tout est transparent, tout est vérifiable, et donc notre euro, à chaque fois qu'il est échangé, il peut être tracé, on sait exactement à quel point il a été envoyé, donc ça ouvre des cas d'usage assez gigantesques de reproduction du monde réel avec une transparence totale. Ah, il y a des questions. Merci. Je serais intéressé par comprendre le schéma décisionnel qu'il y a eu en termes de durée, sponsorship, education pour en arriver à la création dans votre entreprise. Ça paraît peut-être un peu compliqué prime abord comme ça. Alors je vais vous donner deux réponses, la réponse officielle et la réponse officieuse. La réponse officielle, c'est que aujourd'hui, dans l'expérience, en tout cas chez Groupe Casino, l'idée c'était de se dire que comment réinventer l'expérience de paiement, de fidélité, qui est aujourd'hui assez cloisonnée. Quand vous gagnez 1 euro chez Monoprix, c'est 1 euro que vous irez dépenser que chez Monoprix. Donc on s'est dit, peut-être que la blockchain peut nous aider à résoudre, potentiellement, à utiliser un euro numérique qui serait partagé par énormément d'enseignes. Ça, c'est le point de départ. La raison officieuse, c'est que au COMEX de chez Casino, ils croient énormément en ces technologies, notamment en Tezos, et donc ils ont été hyper moteurs là-dessus. On a lancé une mission avec des cabinets de conseil, et très rapidement, avec la rencontre avec Tezos, avec la rencontre avec CoinHouse, on s'est dit, créons cette infrastructure technologique qui nous permet d'émettre ces euros numériques, et donc c'est comme ça qu'est né le projet de rencontre avec des acteurs de l'écosystème et avec un fort sponsorship au sein de Casino. Ouais, ça a mis, je vais dire, à émerger, on va dire 1 an. Désolé, je suis désolé. Mais on reste disponible pour répondre aux questions. Ouais, voilà, viens nous voir. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe? Getting through tomorrow. When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and